We came, we saw, he died. We came, we saw, he died. À la demande des autorités maliennes. À la demande des autorités maliennes. À sa demande. Parce que les autorités maliennes nous l'ont demandé. Pour qu'elle soit légale, François Hollande demande une invitation écrite des Maliens. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol. La lettre est très claire. Appui aérien et à renseignement. Il n'était pas prévu de militaires français au sol. La guerre au Mali est d'abord la guerre des forces spéciales. Ces soldats d'élite sont intervenus dès le début de l'engagement. Ils étaient présents dans la région depuis des années déjà, prêts à intervenir en cas de crise. Les images qui vont suivre sont exceptionnelles. Elles vont vous montrer pour la première fois les toutes premières minutes de l'intervention française. Nous sommes l'après-midi du 11 janvier 2013. Une gazelle des forces spéciales s'apprête à détruire un pick-up djihadiste repéré par l'aviation. Au cours de cette mission, le pilote d'un second hélicoptère engagé sera mortellement blessé. Premier mort français de Serval, le lieutenant Damien Boiteux. Seule une compagnie de 140 soldats fait route vers le nord pour prendre le relais des forces spéciales. Elles n'ont pas cessé d'avancer. Leur mission, empêcher les djihadistes de gagner du terrain. En 10 jours, avec seulement 250 hommes, elles ont investi 5 villes. L'armée française qui n'était pas prévue d'être au sol, ils amènent 4000 militaires, avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. 4000 militaires, ce n'était pas prévu par l'opération Serval. C'est quand même une drôle de guerre. Si on a bien compris, au 10e jour de l'intervention, seules les forces spéciales mènent les combats, 250 hommes, pas plus. Oui, ça peut paraître incroyable, mais il faut dire que les forces spéciales sont particulièrement adaptées à ce genre de conflit, dans lequel l'ennemi est très mobile, il fuit, et surtout, elles ont une supériorité technologique. Le 27 janvier à 23h, les blindés du colonel Paul s'apprêtent à prendre l'aéroport de Tombouctou. Au même moment, 246 parachutistes sautent sur la ville. Au petit matin, les habitants fêtent l'arrivée des Français. Tombouctou est tombé sans un coup de feu. Au 18e jour de l'intervention, les soldats de l'armée conventionnelle n'ont toujours pas affronté l'ennemi. Lorsque l'opération Serval a commencé en janvier 2013, il y avait une véritable armée terroriste qui, avec des pick-up, plusieurs milliers de personnes, qui descendaient sur Bamako. Il y a 12 ans aujourd'hui, c'était le début de l'opération Serval. On nous a raconté alors que la France intervenait pour lutter contre le terrorisme, qu'il y avait des colonnes djihadistes qui fonçaient sur Bamako. Tout ça, c'est une présentation extrêmement exagérée de la réalité. Il n'y a jamais eu de colonnes djihadistes fonçant sur Bamako. Ça, c'est une construction médiatique qui a permis de justifier l'intervention militaire. Je sais de sources sûres, par exemple, que la lettre d'appel au secours des autorités maliennes demandant à la France d'intervenir, des Français ont beaucoup aidé le président malien de l'époque à la rédiger, par exemple, cette lettre. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol. Masala gafe yɛrɛ kɔnɔ hali ni tubabu ye maliyɛn faga maliyɛn ɲɛmɔgɔ de olu kungo don olu kungo tɛ gafe fana kɔnɔna la n'u ka minɛn donna sisan a ti ko maliyɛn ka kala dayɛlɛ mun de b'a kɔnɔ u bɛ donna cogo min na u bɛ bɔ n'a tɛ a ti ko mɔgɔ si la k'a lajɛ waati ni ye ko ne ka ko fare ay kubi ka yakat ay ke ka kasa na kan aga lani mfamala aminata bu adama bu zainabu bu aliyu bortaci
Alors depuis 3 ans, la famille Maïga, qui affirme que 4 de ses membres ont été tués, ne se résigne pas. Mais après toutes ces démarches, elle s'est finalement vue opposer ce document. Alors c'est un SOFA, c'est en français un accord sur le statut des forces militaires. Il est signé entre la France et le Mali et précise notamment le statut juridique des soldats français lorsqu'ils interviennent sur le sol malien. Ça signifie que quand la France entre en guerre, elle signe des contrats. Il y a aussi un article pour le coup là qui m'a davantage étonnée, c'est l'article 9 qui dit que la partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou aux personnes, y compris lorsque la partie française en est à l'origine. Autrement dit, si la France tue des civils, par exemple lors de raids, elle n'est pas juridiquement responsable. Non, la famille Maïga ne peut pas se retourner contre la France pour obtenir réparation. Elle ne peut se retourner que contre l'État malien. Exactement, c'est le Mali qui doit prendre à sa charge toutes les indemnisations, même si la famille Maïga arrivait à prouver que les Français sont responsables de ces frappes. Les forces spéciales continuent d'avancer. Elles sont alors à Kidal, à près de 1000 km au nord-est de Tombouctou. Et là, une question délicate va se poser pour les Français à propos d'un de ces groupes Touareg, le MNLA. Et lorsque Serval débute, le MNLA propose d'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français. Mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant « Attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA ». Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. L'officier de la DGSE, qui s'appelle Jules Iberson, c'est lui qu'ils ont désigné ici comme ambassadeur. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. L'armée malienne n'a pas réellement pris possession de Kidal comme ailleurs, parce que l'armée française s'est interposée. Alors il faut qu'on nous explique. Les unités spéciales, ils ont pris un éfice. Ils s'apprêtaient à donner l'assaut sur Kidal. Les Français ont bloqué. Est-ce que vous savez qu'Assimi Goïta fait partie des officiers qui ont été bloqués à la porte de Kidal? Ah, toutes les bonnes volontés pour lutter contre les groupes armés terroristes sont les bienvenues. Cette région est celle des Touaregs, qu'ils connaissent bien mieux que les forces spéciales françaises. Donc il fallait dialoguer avec eux. Les forces spéciales ne se sont pas contentées de dialoguer avec le MNLA. On a collaboré avec les Français, on a partagé la ville ensemble. Je suis avec le capitaine Eric là, il fait partie des forces spéciales. On me paie chaque jour augmenter 25 000 francs CFA. Qui est-ce qui vous paye? C'est l'armée française qui me paye. Malgré le soutien de combattants Touaregs, la traque de l'armée française piétine. Les grandes villes du Nord ont été reprises, mais l'ennemi reste invisible. Des soldats français continuent à ratisser l'Adrar, les zones de Gao et de Kidal. Mais après 13 semaines d'engagement, le ministère de la Défense considère que la reconquête du Mali est achevée. On a envoyé les soldats français au Mali. Peut-être était-ce nécessaire, mais sur un espace grand comme 3 fois la France, envoyer 3000 soldats français pour établir l'ordre, je me demande encore quelle est leur mission. Ils ont évité que le Mali tombe aux mains des djihadistes. On a dit aux Français que ça durerait que quelques semaines. J'ai toujours pas compris quelle était la mission et combien de temps nous allions y rester. De la Libye à la Centrafrique et du Soudan du Sud au Mali du Nord,
les conflits, la terreur et le chaos se sont répandus sur tout le continent. Au cœur de cet embrasement, un territoire est stratégique, le Sahel. Cette vaste région qui englobe le Sahara au nord et les savanes au sud est devenue le nouveau front de la guerre internationale contre le terrorisme. Mais le récit officiel de la guerre contre la terreur masque-t-il une bataille d'une toute autre envergure? Il y a des ressources en abondance. Il y a du gaz, du pétrole, du coltan, de l'or, du cuivre, et la liste ne s'arrête pas là. Toute la période actuelle est marquée par ce qu'on pourrait appeler a new scramble for Africa, c'est-à-dire un nouveau partage de l'Afrique. La guerre pour contrôler les ressources du XXIe siècle a déjà commencé. L'Europe a ainsi le devoir de proposer une nouvelle alliance au continent africain. Les destins des deux rives de la Méditerranée sont liés. C'est en Afrique que se joue une partie du bouleversement du monde et une partie de l'avenir de ce continent et de sa jeunesse, mais de notre avenir. La bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel, nous avons vocation à y rester. C'est de notre avenir, c'est notre avenir qui est en question. Merci. Aujourd'hui, la dette de l'Allemagne se trouve toujours à ce niveau de 60% du produit intérieur brut, alors qu'en France, elle a dépassé 110%, 3 300 milliards d'euros exactement. Alors qu'est-ce que c'est 3 300 milliards d'euros? C'est plus d'une année de la totalité de ce que le pays a produit. Et c'est une situation d'endettement telle que c'est comme si chaque Français devait à sa banque près de 50 000 euros. C'est ça, l'endettement que nous avons laissé s'accumuler au travers du temps.